On va passer à une autre partie plus internationale à présent avec cette fois le calendrier qui se précise pour les Ukrainiens. On commence enfin à y voir un peu plus clair concernant la livraison des fameux avions de combat F-16, ces appareils promis par plusieurs pays et que Kiev, évidemment, vous le savez, attend de pied ferme. On nous avait dit à l'été, ce sera finalement un petit peu plus tard puisqu'on parle de plusieurs semaines, dit le Washington Post. Quand on dit plusieurs semaines, reste à savoir combien et surtout ce que ça va changer concrètement sur le terrain. On continue d'en parler avec vous, Renaud Girard, avec vous, Xavier Titelman, et également avec Nathalie Schrin, française d'origine ukrainienne, membre de plusieurs associations. Bonjour à vous. Alors déjà, une chose qui est nouvelle, Xavier Titelman, c'est que on a en effet ce délai de quelques semaines. On a aussi une autre information, c'est le nombre. On parle d'une vingtaine de F-16. Est-ce que c'est bien pour commencer? Je rappelle qu'il y en avait 76 qui étaient prévus. Il y en a 76 qui sont prévus d'ici la fin de l'année. Après avoir une vingtaine d'avions disponibles, ça veut dire qu'on peut espérer en avoir une douzaine qui seraient opérationnels en même temps, ce qui est un bon chiffre, mais vu la taille du front et vu la taille du pays, c'est quand même relativement insuffisant. On est plutôt 50, c'est vraiment le minimum opérationnel, 200 ce serait bien étant donné la taille du pays et l'intensité de ce qu'il y a en face. Après, c'est un début et évidemment l'objectif c'est de faire peser une incertitude sur la Russie dans la mesure où l'objectif principal c'est d'intercepter les missiles de croisière russes qui peuvent aller sur tout le territoire et là c'est une sorte de super système d'interception pour sauver des vies très clairement au sol et c'est aussi pour empêcher aux Russes d'être capables de continuer à larguer leurs bombes planantes 50-70 km de portée avec deux éléments intéressants qu'on a appris cette semaine également, c'est que ces F-16 seront équipés avec ce qu'on appelle la liaison de données tactique, la L-16 qui permet sans allumer leur radar de acquérir une cible qui aurait été identifiée par un autre radar ailleurs. C'est-à-dire qu'en étant invisible, sans que les Russes sachent que le F-16 a décollé, ils pourraient délivrer des missiles à longue portée. On espère qu'ils auront la capacité de larguer des bombes, des missiles à 120 km de distance. C'est-à-dire que quand les Russes s'approchent à 60 km pour larguer leurs bombes planantes, potentiellement, ils sont à distance de se faire intercepter par les F-16. C'est-à-dire que les Russes, soit ils acceptent d'avoir plus de pertes, soit ils font évoluer leur doctrine d'emploi de leur arme aérienne pour se reculer du front, et donc ça veut dire moins de bombes planantes qui arriveraient sur les Ukrainiens au sol. On nous dit aujourd'hui qu'il n'est pas certain qu'ils soient capables de dissuader les avions russes. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce que du coup ils ne sont pas réellement à l'avant du front, ils sont plutôt justement sur la défense à l'arrière? L'un n'empêche pas l'autre, mais dans tous les cas, il faut qu'il y en ait plus pour que ce soit réellement une force de dissuasion. C'est le nombre qui pose problème. Mais oui, c'est la masse. On ne va pas renverser la guerre avec une douzaine d'avions qui se baladent au hasard un peu sur le terrain. Si les Russes, ils acceptent d'accumuler les pertes, et aujourd'hui l'armée de l'air russe, même si elle a perdu plus d'une centaine d'avions depuis le début, uniquement pour ceux qu'on peut prouver, elle a encore des centaines d'avions de chasse derrière. Oui, elle recule, oui, elle a des pertes, oui, elle a retiré ses Sukhoi 35 de Crimée, mais néanmoins, elle peut se permettre de perdre encore 2, 3, 5 avions par mois pendant très longtemps. Et aujourd'hui, ces 12 avions ne sont pas suffisants pour imposer une crainte sur la totalité du front. Et c'est peut-être ça qui fait la différence. Je précise quand même que le 10 juillet, les États-Unis avaient affirmé que les premiers F-16, néerlandais et danois d'ailleurs, étaient déjà en route. Mais pourtant, depuis, on n'a rien vu. Est-ce qu'il est possible que ces avions soient déjà arrivés sur le sol ukrainien, mais pas encore utilisés et utilisables? C'est ce que dit en plus le ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui a dit la promesse de voir des F-16 dans le ciel ukrainien avant la fin de l'été est déjà accompli. Et moi, j'ai des sources sur le terrain qui me disaient qu'il y avait déjà eu des opérations et des vols qui avaient été réalisés. Néanmoins, tant que j'ai pas de photos, tant que j'ai pas de preuves sur le terrain, aujourd'hui, qui volent en entraînement en Roumanie ou qui volent en entraînement en Ukraine, c'est peut-être une étape supplémentaire pour valider la logistique. Donc peut-être qu'ils sont déjà sur le terrain, mais en tout cas, les déploiements opérationnels, on les a pas vus. Renaud Girard, est-ce que ces F-16, ils font vraiment peur à la Russie? Je veux dire par là, c'est du matériel de pointe qui arrive de la part de l'Occident, qui peut encore une fois faire une légère différence. On comprend bien que ça va pas être le game changer du siècle, mais ça peut faire une différence. Est-ce que les Russes craignent cela? Écoutez, la stratégie russe, telle que je la comprends en tout cas moi, c'est une guerre d'usure. Ce que les anglo-saxons appellent une guerre d'attrition, si vous voulez, parce qu'ils veulent faire flancher le moral des Ukrainiens. En attendant, l'espoir de Vladimir Poutine, je pense, est l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est-à-dire Donald Trump qui aurait les rênes des États-Unis à partir du 20 janvier 2025, parce que je pense que les Russes espèrent que Donald Trump, par son goût de la diplomatie transactionnelle, leur donnera quelque chose, fera une paix qui sera à leur avantage, ce qui n'est d'ailleurs pas du tout sûr, parce que Trump est imprévisible et qu'il n'a pas du tout, sans doute, envie de rester dans l'histoire comme un loser. Mais ça, c'est une autre question. La stratégie russe, c'est d'attendre ça et d'essayer de saper le moral des Ukrainiens en attendant. Alors, effectivement,
je pense qu'il est important que ces avions pour les Ukrainiens soient livrés. D'abord parce que le fait même que même certains arrivent, ça va rehausser le moral des Ukrainiens. Et ensuite, lorsqu'il y en aura quand même un certain nombre, là, ça rendra la guerre d'usure russe beaucoup plus difficile. Ça vient d'être excellemment expliqué. Ça va être beaucoup plus difficile parce que cette guerre russe va plus être confortable, si vous voulez. Ça va pas être confortable pour les Russes d'envoyer des missiles détruire des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Donc, je pense que c'est évidemment cette livraison des F-16 ne va pas être un game changer dans la guerre, mais c'est quelque chose qui va permettre à l'Ukraine de tenir. Et si Donald Trump arrive vraiment au pouvoir, ce qui n'est évidemment pas du tout sûr, ça permettra aussi aux Ukrainiens d'arriver avec un moral haut, de bonnes dispositions aux éventuelles négociations, aux propositions de cessez-le-feu qui leur seraient faites. En tout cas, vous avez entendu les Ukrainiens, on va en entendre certains, justement, eux aussi sont extrêmement impatients, parce que c'est vrai que ces F-16, ils ont été promis depuis un moment et on tarde à les voir arriver. Écoutez ce qu'ils disaient à la télévision ukrainienne. Nous attendons les premiers F-16. Les pilotes sont prêts. L'infrastructure est prête. On ne sait pas encore combien de F-16 il y aura pour la première étape. Les premières F-16 seront envoyées en Ukraine en renfort pour la défense aérienne. Donc pour la protection de l'espace aérien. L'Ukraine recevra certainement l'autorisation pour frapper les territoires de la Fédération de Russie. Parce qu'il existe une telle autorisation pour les territoires temporaires occupés en principe. On va voir cette question de l'utilisation sur le territoire russe, c'est pas forcément gagné encore. Mais déjà, Nathalie Schrin, on comprend bien que, en effet, les recevoir, on l'a dit, ce sera pas le game changer du siècle, mais rien qu'en termes de symbole, ça montre aussi qu'on reprend quelque chose sur la guerre et qu'on continue d'être soutenu par l'Occident. Oui, bien sûr, c'est important pour les Ukrainiens de sentir qu'on est derrière eux, parce que bon, il faut avouer que même pour les dons dans les associations humanitaires dans lesquelles je suis, il y a eu une légère baisse, pour pas dire autre chose. Ça a été durement perçu, ça, justement, en Ukraine ? Oui, bien sûr, ils ont besoin de tout. Ils ont besoin notamment pour tout ce qui est opération, etc. On demande des bandages, des choses comme ça. Vraiment, c'est vraiment très 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 nécessaire. Ils l'attendent de pied ferme, mais aussi pour tout ce qui est hôpitaux, mais aussi pour les maisons de retraite, pour les orphelinats, etc. On a vraiment. Donc il faut montrer que l'Occident est derrière. Exactement. Par contre, le moral, je veux dire, ça fait 300 ans qu'on essaie de nous annihiler. On a tué il n'y a pas très très longtemps une dame qui était en faveur de la promotion de la langue ukrainienne. Donc, on sait très bien que si on ne gagne pas cette guerre, on va disparaître. Donc, c'est vraiment. Pardonnez-moi. On a quand même On dit toujours, et c'est vrai, on entend beaucoup de voix ukrainiennes nous dire on continue de garder le moral, mais. Oui. On comprendrait que ce ne soit pas le cas, parce qu'en effet la guerre elle est usante, ça fait des mois et des mois, ça se compte bientôt en années, et aujourd'hui on est en train de se dire quand même ils ont le moral. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Je veux dire, ils auraient le droit aujourd'hui, il faudrait peut-être s'autoriser à dire c'est dur et c'est très dur. C'est très dur, il y a des morts tous les jours, vraiment, c'est des bombardements sur toutes les villes, etc. C'est affreux de penser que tous les jours, il y a des morts des enfants, des femmes, etc. Et j'espère que ces avions vont pouvoir les protéger, parce que c'est insupportable de voir dans les réseaux sociaux tous ces morts, mais c'est intolérable. Comment on peut supporter ça ? Vous imaginez, vous êtes réveillé la nuit, il faut aller travailler, il faut penser à l'alimentation, il y a des problèmes d'électricité, de gaz. Je veux dire, même la vie de tous les jours, c'est d'aller faire des courses. Comment on garde la nourriture, parce qu'il fait chaud. Et puis l'inquiétude pour les proches, bien sûr. Bien sûr, c'est compliqué. Et puis il y a des réfugiés encore en Occident, etc. Les familles sont séparées. C'est pas une vie normale. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre, à part se battre et continuer à se battre ? Ils sont
déterminés à tenir bon, quoi. Tenir bon, ils n'ont pas le choix. Encore une fois, ça fait 300 ans que ça dure. Mon père, tous les 24 août, jour de l'indépendance, dit ouf, on est une année de libre. C'est dire que dans notre esprit, même nous qui sommes nés ici, enfin mon père était lui-même réfugié après la guerre, lui-même dit ouf, une année de libre tous les ans. Mon grand-père, si vous lui aviez posé la question s'il était encore en vie, n'aurait jamais fait confiance aux Russes. C'est dire que on a cette même nous qui sommes nés et troisième ou deuxième génération, enfin moi je suis la première génération à être née en France, c'est encore le cas. Donc ils n'ont pas le choix. Malgré tout, Xavier Titomblan, pour revenir à cette histoire de F-16, vous l'avez entendu cet extrait de la télévision ukrainienne où on dit globalement on espère qu'on va nous donner l'autorisation de frapper sur le sol russe. Est-ce qu'on en est proche ou est-ce que c'est totalement infaisable selon vous ? Ça dépend des pays et c'est ça qui est compliqué, c'est que les F-16 originaires des Pays-Bas, ils ont l'autorisation a priori d'utiliser les armes sur le territoire de la Fédération de Russie et pas simplement sur l'Ukraine occupée, tandis que les F-16 belges, ce ne sera pas le cas. Et ça, c'est une difficulté. Est-ce que les Ukrainiens vont devoir avoir une double flotte, une flotte qui est dédiée à rester sur les arrières et puis faire du strike sur le front occupé ? Est-ce qu'il y aura certains avions qui auront la possibilité d'aller plus loin ? Mais encore une fois, la vraie question, c'est quel est l'écosystème qui va autour de ces F-16 ? Vous savez que c'est l'avion sur lequel on peut rajouter des pods. On peut mettre des pods de guerre électronique, des pods radar, des pods de désignation laser. Et une fois qu'on a ces pods, qu'est-ce qu'on met comme arme ? Est-ce qu'on met des missiles qui vont à 60 km de portée de défense aérienne ? Est-ce qu'on va à 120 km de portée ? Est-ce qu'on met des missiles de croisière, typiquement des Tomahawk, qui pourraient aller à 300 km ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que la France et la Grande-Bretagne qui donnent des missiles de croisière. Les États-Unis, ils en ont quand même un sacré paquet, un stock, qui en plus est en train d'arriver en fin de vie. Comme les attaques MS. Donc, s'ils pouvaient, au lieu de les démanteler, les fournir aux Ukrainiens, je sais qu'ils en feraient bon usage. Est-ce qu'ils auront des armes tout temps, jour, nuit ? Est-ce qu'ils auront des... Alors, voilà, il y a un écosystème très important. Et une fois qu'on sait quel est l'écosystème qui va être donné autour du F-16 lui-même, quelles seront les autorisations qui vont leur être données ? Et a priori, selon les pays, selon les fournisseurs, ce ne sera pas les mêmes. Et ça va être compliqué à gérer. Justement, l'écosystème, on nous dit que justement ces F-16, ils vont transporter des missiles RR de moyenne portée, ce que vous nous disiez, des missiles dont on manque. Donc, est-ce que ça veut dire que certains F-16 vont voler à vide, juste pour dire, regardez, on les a, ils volent, ils sont déployés, mais qui finalement ne servent pas à grand-chose ? Le fait qu'on en manque, c'est que les Ukrainiens manquent de cette capacité de défense aérienne parce qu'on a arrêté de leur fournir des systèmes au sol. On manque de systèmes de défense aérienne moyenne portée, notamment au sol. Mais par contre, en termes de missiles RR, c'est pas au Mali et c'est pas nos opérations aériennes précédentes qui font qu'on en a usé énormément. Et les missiles qu'on a fournis à l'Ukraine, par exemple les bombes platantes, les JDAM, on en fournit une 50aine par mois. Il y a des choses qui sont pas tirées de nos stocks, mais en termes de défense aérienne RR, on a les stocks qui sont complets, on n'en a pas utilisé et on n'en a intégré aucun sur les avions soviétiques utilisés par l'Ukraine aujourd'hui. Donc là, il n'y a pas de problème de stock. J'entends bien que ces 20 F-16 vont pas faire une grande différence. Est-ce que 76, si on les avait d'un coup d'un seul, est-ce que déjà ça marquerait une différence ? Et surtout, quelle est la prochaine étape dans les airs qui pourrait faire qu'on mettrait fin à la suprématie de la Russie ? Mais déjà 20, c'est une très bonne nouvelle et ça va vraiment avoir un effet opérationnel sur le terrain. Il faut imaginer que ça fait quand même 2 ans et demi que la Russie essaye de mettre à mal l'armée de l'air ukrainienne et que tous les jours elle réalise des dizaines de missions avec 4 types d'avions différents qui ont monté en puissance. La Pologne a encore fourni des MiG-29 la semaine dernière. Là, on arrive avec les F-16. Il y a une vision structurelle de l'armée de l'air ukrainienne qui se renforce et qui est de plus en plus puissante. Elle est plus puissante aujourd'hui qu'il y a un an. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est démentiel. Les pistes ukrainiennes continuent à fonctionner. Quand on y va, on le voit, c'est étonnant. Les autoroutes sont transformées pour pouvoir les accueillir, pour pouvoir se poser, ravitailler, redécoller avec un autre équipage. C'est super bien organisé. Et donc quand ça va arriver et quand il y en aura plus, évidemment plus il y en aura, plus ce sera efficace. L'objectif ce serait à terme d'avoir 200 avions en comptant les Mirage 2005 français et les F-16. Ce serait vraiment un objectif qui serait génial. Mais il y a toujours cette question. Les Météores par exemple, les missiles d'origine française de MBDA qui sont les meilleurs du monde, ce qu'on appelle la No Escape Zone la plus élevée du monde. Si les Ukrainiens pouvaient intégrer ces missiles sur leur F-16 avec, comme je disais tout à l'heure, des radars déportés, ça donnerait à l'Ukraine une supériorité aérienne totale sur la Russie, sur la totalité du front, dans le sens où un combat aérien serait toujours à l'avantage de l'Ukraine. C'est un choix politique. On a été capable d'intégrer des missiles occidentaux sur des avions soviétiques des années 70 non modernisés. Je ne comprends pas, par exemple, que les Scalp français, on n'est toujours pas réussi à les intégrer sur F-16 a priori. On les a intégrés sur Sukhoi 24 soviétiques et on ne fait pas le nécessaire pour l'intégrer sur les F-16 quand ils vont arriver. Et donc, il y a un vrai travail d'accélération, notre capacité de mutualiser nos moyens et de les faire fonctionner vraiment pour que les Ukrainiens
et un avion qui fasse couteau suisse, qui soit capable de tout faire en même temps.